Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de François Roustan, une personne qui me disait que ça pourrait être intéressant de parler de l'hypnose sèche, avoir ta définition et son utilisation dans l'histoire de l'hypnose. Et bien sûr, avoir ton avis, hein. Oui, on peut franchement dire deux mots. Enfin, de François Roustan et puis de l'hypnose sèche peut-être un peu plus que deux mots. Oui. Alors François Roustan, je pense que beaucoup d'entre vous avaient entendu parler de lui parce que c'est un des noms finalement qui était de son vivant le plus connu sur l'hypnose du grand public. En dehors de l'hypnose de spectacle, le grand public connaissait, enfin, il y avait des gens vraiment qui connaissaient rien à l'hypnose et qui avaient entendu parler de François Roustan. Mhm. C'était un philosophe principalement et un thérapeute qui est né, je crois, dans les années 20, il me semble, mais il est décédé il y a quelques années, il y a 3 4 ans, je pense, et qui était un jésuite à la base, voilà, un philosophe, une culture très classique, qui, évidemment, s'est converti à la psychanalyse. Faut pas que je dise convertir d'ailleurs, parce qu'on va m'accuser de, voilà, bon bref, qui s'est tourné vers la psychanalyse et qui l'a exercé longtemps, en étant vraiment euh, un lacanien pur et dur, jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres voies, et notamment celle de l'hypnose ericksonienne, alors pas auprès d'Erickson directement, il me semble, mais enfin quand même auprès de disciples directs d'Erickson. Il a appris l'hypnose et il s'est vraiment beaucoup intéressé à ça, et finalement, il s'est il s'est déconverti de la psychanalyse. Bah, j'aurais remploie ce terme, décidément. Mais on peut se poser la question d'ailleurs. Quand on va parler de l'hypnose sèche, on va reparler de ça quand même. Est-ce qu'il a vraiment quitté la psychanalyse? Ça serait une question. Mais en tout cas, il a vraiment été le porteur d'une pensée de l'hypnose avec qui était dans la lignée de Gaston Brosseau, par exemple, qui était une hypnose très minimaliste, qu'il attribuait parfois à Erickson, mais en réalité qui est même au-delà de ce que faisait Erickson, qui est vraiment une approche très spirituelle aussi, il y a de ça. Bon, c'était un jésuite, hein, donc les jésuites sont nourris aux exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Vraiment, c'est une philosophie pratique de la discipline mentale. Et il y avait quelque chose dans son hypnose de très spirituel, parce qu'il allait vers une sorte de pureté. C'était le culte du silence, du ne pas faire. Donc il pratiquait, hein, il avait une clinique privée, c'est-à-dire enfin, il avait un exercice clinique, et il pratiquait en cabinet, et il recevait les gens, et très souvent c'était extrêmement minimaliste. Alors moi j'ai pas eu la chance de faire des séances avec lui, mais voilà, de ce qu'on m'a dit, c'était très impressionnant, ça faisait très forte impression. Il y a des gens à qui ça convenait pas forcément, le fait qu'ils les mettent sur une chaise et puis qu'ils leur disent voilà, ne faites rien, je ne fais rien, et puis qu'ils se taisent pendant une heure. Alors ils faisaient pas tout le temps que ça non plus, hein, mais il y a des gens à qui ça ne convenait pas, et d'autres au contraire qui ont vraiment trouvé une très très grande quelque chose de très profond. Et c'est vrai qu'il y a une démarche peut-être un peu excessive, on pourrait dire, mais en tout cas il fallait aller vers cet extrême, et il a eu une très très grande influence sur beaucoup de gens. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est pas un soignant au sens strict. Il a fait des études. Je ne sais pas s'il a obtenu des diplômes d'ailleurs durant ses études, n'en sais rien. Mais il a fait quelques études de philosophie, de théologie, etc. Mais il n'était pas soignant, et pourtant, par le sérieux de son travail, par le sérieux de sa démarche, il a été accepté vraiment parmi les tenants de l'hypnose médicale, et notamment parmi ceux qui sont farouchement opposés au fait que des personnes qui ne sont pas du personnel soignant formé en médecine, voilà, puissent exercer l'hypnose. Comme quoi, c'est pas forcément une fermeture d'esprit par principe. En gros, si on fait ses preuves, si on arrive à faire un travail de qualité, les gens sont pas si obtus que ça en face, hein. Il en est la preuve. Il est l'exemple, le précédent, qui fait le cas qui fait précédent dans l'histoire, on va dire. Enfin, il y en a d'autres, hein. Euh, et pour revenir sur l'hypnose sèche, justement, si je disais que peut-être il s'est pas complètement éloigné de la psychanalyse, c'est parce que Mhm. justement, il avait, comme je disais, il avait cette pratique qui consistait à mettre les gens en hypnose, et puis les laisser là dans l'hypnose. Et lui parlait d'hypnose sèche, et on parle parfois d'hypnose sèche comme ça, au sens où ça serait une hypnose qui n'est pas dans laquelle on ne met pas de suggestion. Alors on pourrait penser qu'on ne dit rien du tout. En réalité, ce qui définit l'hypnose sèche à la base, c'est pas le fait de rien dire, c'est le fait de rien dire à propos du changement, de ne pas guider dans le changement. Mais l'induction de l'hypnose, par exemple,
il y a des méthodes d'hypnose sèche qui peuvent très très bien passer par le fait qu'on parle beaucoup et qu'on accompagne énormément la personne en hypnose. On utilise des techniques, pourquoi pas directes ou indirectes, pour obtenir que la personne soit en hypnose, sans dire aucun mot à propos de ce qui l'amène ici, à propos de sa problématique, sa demande, comme on dit, son objectif, comme on dit. Et puis une fois qu'elle y est, on la laisse là, le temps qu'elle y fasse quelque chose. Et elle y fait quelque chose, ça ne nous regarde pas en quelque sorte. Nous, notre rôle a été seulement de l'amener là et de la laisser. Une fois qu'elle y est, on ne se mêle plus de son affaire. Alors j'en avais déjà parlé de ça, c'est une démarche qui me touche particulièrement. Je pense que ça met l'accent sur un rôle qui est, parfois on dit, chez l'hypnothérapeute, l'important c'est le thérapeute, c'est pas l'hypnose. L'hypnose n'est qu'un accessoire. Chez Roustan, on voit que c'est loin d'être le cas. Pour lui, son rôle, c'est d'amener la personne vers l'hypnose, vers cette connexion, mais surtout pas d'être le thérapeute. C'est pour que la personne soit son propre thérapeute. Et donc qu'émerge une solution. C'est pour qu'émerge une solution de la personne, et non pas pour qu'il lui administre une solution. Et ça, on retrouve ça étrangement chez beaucoup de gens qui ne sont justement pas soignants et qui se trouveraient illégitimes à administrer tel un médicament une suggestion thérapeutique directe. C'est-à-dire une personne est en hypnose et je lui dis ce qui doit se passer. Ça, c'est un geste, on va dire, vertical de haut vers le bas, un geste descendant du praticien vers le sujet, qui ne met pas forcément à l'aise les personnes qui n'ont pas cette éducation médicale. On retrouve ça, par exemple, et je sais que cette comparaison est un peu audacieuse, mais je crois qu'elle est vraiment légitime chez Dave Hellman, qui dans son unique livre décrit qu'il est adepte de l'hypnoanalyse, et que pour lui, n'étant pas médecin, il se contente de mettre les gens jusque dans l'hypnose, mais il ne veut pas les soigner, il veut que là, la personne se soigne d'elle-même. Et Dave Hellman n'invente rien, il se situe dans un courant qui justement s'appelle l'hypnoanalyse, qui est vraiment, dont on peut dire la fondation moderne, c'est Wahlberg, Erika Fromm aussi, vers 1945, mais Erickson également, qui soutient beaucoup cette initiative, et qui y contribue, et qui dit même dans certains articles que l'avenir de l'hypnose et de l'hypnothérapie est probablement dans l'hypnoanalyse. Et donc qui n'est pas une psychanalyse au sens où on laisse des associations libres se faire par le silence et par le monologue du sujet. Il ne s'agit pas forcément que la personne parle en hypnose, c'est pas une psychanalyse dans ce sens-là, mais c'est dans le sens où la personne va vivre une expérience autonome, éventuellement même une abréaction, c'est-à-dire la capacité à mettre des mots ou à mettre une compréhension sur quelque chose qui était émotionnel et qui était de l'ordre du blocage ou vraiment qui l'a submergé émotionnellement avant. Et voilà, il y a cette approche qui est extrêmement maïeutique, c'est-à-dire que je mets la personne dans un état et ensuite je la laisse accoucher elle-même de ses propres associations, de sa propre expérience et de son propre cheminement et de sa propre solution. Donc Roustan se situe dans cette lignée qui est quand même très marquée par des gens qui ont alors il y a Erickson, etc., mais par des gens qui justement ne viennent pas du médical. Et d'ailleurs, si on remonte bien aux origines de l'hypnose, puis Ségur, dont je parlais la dernière fois, en termes très élogieux, vraiment le fondateur pour moi de l'hypnose moderne, il est totalement là-dedans. D'abord, il n'est pas médecin non plus, et il est totalement là-dedans. Il met les gens en hypnose, et il est le précurseur de cette démarche-là. On pourrait presque dire, et qui est une démarche qui va dans le sens d'ailleurs même des guérisseurs anciens, on pourrait presque dire que le 19e siècle a été marqué par une sorte de parenthèse qui est finalement assez exceptionnelle, dans laquelle on utilisait l'hypnose non pas pour faire sortir une solution des gens, mais pour faire entrer une solution dans les gens. Et on croit que c'est la norme, et que l'hypnoanalyse est l'exception, et en réalité pas vraiment. On pourrait voir à une échelle bien plus vaste que même chez les guérisseurs, etc., il y a un rituel, mais qui est là pour que la personne ensuite fasse son expérience. Chez les chamans, etc., c'est juste, ils amènent vers une porte d'entrée. Et cet aspect extrêmement allopathique, on va dire, de l'hypnose est finalement une exception, une parenthèse dans son histoire. Et sur l'hypnose sèche, la question souvent c'est de savoir, oui, mais si je mets la personne en hypnose et que je lui dis rien, que je la guide pas, il va rien se passer. S'il n'y a pas de suggestion dans le sens de son objectif. Il y a une suggestion dans le sens de son objectif. C'est-à-dire que si elle consulte pour faire de l'hypnose, c'est que c'est déjà pas sec. C'est faussement sec, c'est faussement non suggestif. Elle sait pourquoi elle est là. Il n'y a pas forcément besoin de lui rappeler. Elle le sait. Et si je dis, maintenant je ne vais plus parler, je vous laisse cheminer, c'est sous-entendu cheminer vers votre objectif. C'est-à-dire la suggestion, elle est là, elle est tout le temps latente, elle est tout le temps sous-entendue.
C'est quelque chose que j'expérimente souvent, ça, moi, en formation, par exemple, ou même en séance. Hein. Quand je propose à un volontaire de venir pour une démonstration et que je dis, voilà, c'est juste pour du beurre, on travaille pas sur un objectif, c'est vraiment juste pour montrer l'exercice, et vraiment, il va rien se passer d'important pour vous, presque systématiquement, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc à l'intérieur de la personne, au fond, qui dit, bah attends, tu rigoles ou quoi? On va pas gâcher une occasion de faire de l'hypnose et de l'utiliser à quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va aller vers des choses qui font sens. Si par exemple je l'invite à se promener dans un paysage, mais que je lui dis attention, hein, je tiens à ce que ça soit vraiment uniquement ludique, hein, vous n'êtes pas obligé... Bon, là c'est déjà des suggestions, mais si je dis, si je dis que c'est juste pour montrer un exercice, très souvent, comme par hasard, dans ce paysage, il va y avoir ceci, ceci, cela, etc. Et il y a notamment un stage que j'aime bien faire qui est le stage d'hypnose non verbale où je fais des démonstrations où je n'utilise aucun mot. Alors, en fonction du sujet, en fonction du jour, en fonction du stage, ça peut être plus ou moins efficace et plus ou moins, plus ou moins fort, mais souvent, pas toujours, mais souvent. Les personnes à qui je fais ça, en tant que sujet, vivent des choses très très fortes qui leur permettent d'accomplir un changement et un apprentissage vers un résultat comme par hasard, vers quelque chose qui leur tenait à cœur, comme par hasard, alors que de A à Z, il n'y a pas eu d'anamnèse, il n'y a rien. Il n'y a rien, on a juste fait une expérience d'hypnose. Mais comme par hasard, chacun des moments de l'hypnose va être réapproprié pour aller vers quelque chose. Et c'est vraiment une leçon qui m'est rappelée par l'expérience quotidiennement, que moins on en fait, plus c'est fort, plus la personne va, moins on pousse les gens dans une direction, plus ils y vont en réalité. Et quand j'ai trop envie d'idées, alors ça résonne un petit peu avec ce que je disais sur un excès d'enthousiasme dans l'aide, ce que je disais tout à l'heure sur le stress post-traumatique, c'est vraiment difficile à prononcer, c'est que quand on a vraiment trop envie d'aider quelqu'un, parfois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? Il se passe un réflexe profond, inconscient, hein, mais une sorte de résistance, un truc qui dit, attends, pas si vite là, oh, c'est pas ton problème, c'est mon problème, donc pas si vite. Quand on pousse quelqu'un vers le changement, vers le bonheur, vers la santé, vers le bien-être. Alors que quand on se met juste à sa disposition et on lui dit, bon bah voilà, moi j'ai des trucs, j'ai des outils à votre disposition, mais enfin après on fait ce qu'on veut, on fait ce que vous voulez, on n'est pas obligé. Alors souvent à ce moment-là, on crée, ou au contraire même quand on la frustre, on lui dit, ou pas trop vite, on va prendre le temps, on va faire des étapes, mais vous, comme je vous vois là, vous n'êtes pas du genre à aller directement, il vous faudra plus de séances que ça, à mon avis, dès aujourd'hui, l'hypnose ne servira que à rentrer en hypnose, à découvrir l'hypnose, mais je ne pense pas que vous soyez du genre à atteindre quelque chose de fort pour vous dès aujourd'hui. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe là? Si c'est moi qui freine, l'autre s'impatiente. Il se passe un mécanisme inverse à la résistance, ou alors du moins il va résister à mon freinage, c'est-à-dire qu'il accélère. C'est-à-dire qu'il y a un truc à l'intérieur qui va dire « Oh là là, non mais non, attends, tu rigoles ou quoi? On y va, moi je suis prêt, hein, je suis là pour ça. » Et du coup, ça va souvent beaucoup plus vite. Donc, même si je peux pas dire, j'ai lu du Roustan, j'ai lu La fin de la plainte, j'ai lu Il suffit d'un geste, Qu'est-ce que l'hypnose, puis d'autres trucs aussi, je sais plus trop. Enfin bon, il y a longtemps, je saurais même pas les résumer. J'ai été très séduit par la plume. Indéniablement, c'est un grand écrivain, très très grand écrivain. Vraiment une belle plume. Mais pas forcément toujours par les idées. Et surtout, sur ce sujet-là, je me méfie de la belle écriture. C'est pas parce que les choses sonnent bien qu'elles sont toujours sur le terrain, en pratique, justes. Donc, il y a des choses que j'ai adorées, des choses qui m'ont laissé moins sensible. Voilà, bon, c'est normal. Mais je dois dire que je pense que c'était vraiment très sain qu'il y ait quelqu'un comme ça, en France notamment, mais il a une influence bien au-delà de la France, il est traduit dans beaucoup de langues, et connu dans beaucoup de pays. C'était très bien aussi qu'il y ait quelqu'un qui vienne rappeler ça, qui vienne contribuer à ramener cette démarche ascendante, je parlais de démarche descendante, cette démarche ascendante, qui consiste à faire sortir quelque chose de la personne. Et qui est dans la droite lignée de cette philosophie, puis c'est Jure Erickson, etc. Voilà ce qui me vient à ce sujet. Il y a probablement beaucoup d'autres choses à dire. Je suis pas, voilà, sur Roustan, je suis pas le grand spécialiste de l'œuvre de Roustan. Il y a des gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, moi personnellement, je crois aussi que l'avenir est probablement peut-être pas à l'hypnoanalyse, mais que l'avenir de l'hypnose,
malheureusement, j'ai peur que ça soit pas la voie qui soit prise, mais je souhaiterais très fortement que l'avenir de l'hypnose aille dans cette direction, dans la direction où l'hypnose est plus sèche, on va dire. Pas forcément complètement sèche, mais plus sèche qu'elle ne l'est. Plus une façon de mettre un état à la disposition de quelqu'un pour qu'ensuite il puisse prendre le temps librement d'y faire des associations, d'y faire son travail. D'ailleurs, Roustan se situe dans l'héritage de Rossi aussi, qui était très très proche de collaborateur de Erikson et qui a contribué à publier, à commenter beaucoup d'œuvres d'Erikson et qui était très empreint de psychanalyse. Alors ça n'a pas donné que des bonnes choses aussi, parce que ça a orienté l'héritage d'Erikson dans les années suivantes vers quelque chose qui était beaucoup plus dans la relaxation, etc. On a perdu de l'hypnose au sens vraiment d'une technique vraiment très originale avec ses spécificités, mais on a pu s'inscrire quand même dans l'esprit d'une sorte de maïeutique grâce à Rossi, qui a su trouver ce qu'il y avait de psychanalytique chez Erikson, qui n'était pas du tout un ennemi de la psychanalyse, pas non plus un adepte inconditionnel, mais qui en parle très souvent et qui décrit, d'ailleurs, il y a des articles fascinants là-dessus, sur les démarches psychanalytiques par l'hypnose chez Erikson. Ça, je conseille la lecture, vraiment, c'est magnifique.